Stanislas Guérini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sommet Action Climat, New York, l'ONU. N'est-il pas temps de proposer des actions concrètes, franchement? Si, bien sûr. En France comme ailleurs. Si, bien sûr. Dans le monde, Oui. en Europe, Oui. en France Oui. et dans chacun des villages de France. Je crois que c'est comme ça qu'on doit attraper L'Allemagne ce sujet. propose 100 milliards d'euros, un plan à 100 milliards d'euros. Pourquoi est-ce que nous ne proposons pas la même chose? Mais parce que nous le faisons déjà. Moi, je veux bien À 100 milliards. Mais bien sûr. Nous faisons à 100 milliards, nous. Il faut avoir l'honnêteté de dire que 100 milliards, Oui. c'est jusqu'à 2030. Oui, Ça veut d'accord, dire mais- 10 milliards d'euros par an. Et nous faisons la même France chose. investit bien sûr plus de 10 milliards d'euros par an dans la transition environnementale. 6 milliards d'euros pour multiplier les énergies renouvelables, 2 milliards d'euros dans le bâtiment, 1 milliard d'euros pour pouvoir changer de véhicule. En réalité, on a déjà dépassé ces montants. Mais si on veut agir, il faut le faire à deux échelles. D'abord, l'échelle européenne. C'est ce qu'on a porté pendant la Oui. campagne pour les Oui. élections européennes. Oui. 1000 milliards d'euros pour mettre en place un New Green Deal. Et puis, il faut le faire à l'échelle de chaque village de France. Parce que je veux bien, Jean-Jacques alors, Bourdin, une oui. seconde, c'est très important. Oui, allez-y, Je veux allez-y. bien qu'on fasse des batailles de chiffres Oui. comme ça, Oui. auxquelles personne ne comprend rien, parce qu'en réalité, ce sont des mix entre des fonds privés, des fonds publics, etc. Ce qui est important, c'est que l'argent, il arrive sur le terrain. Le grand malheur de la transition environnementale en France, c'est qu'on investit des montants, et puis ensuite, prenons l'exemple de la rénovation thermique des bâtiments. C'est un des sujets les plus importants. C'est tellement compliqué que les communes, les ménages, ils n'arrivent pas à s'en emparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est rendre nos dispositifs plus efficaces. C'est pour ça qu'on a mis en place cette convention pour l'environnement, avec des citoyens qui vont être impliqués pour nous dire comment est-ce qu'on débug d'une certaine façon ce qui ne marche pas pour mener Oui, concrètement mais cette Stanislas révolution Guérini, et cette transition ça veut énergétique. dire 10 milliards, ça veut dire 10 milliards par an, quoi, si j'ai bien compris, jusqu'en 2022. Oui, bien entendu. Il y aura 10 milliards par an. Mais c'est au budget, c'est Est-ce déjà que- au budget. Oui. Bon, dites-moi, il va falloir absolument que la France réduise ses émissions de gaz à effet de serre, parce que nous ne remplissons pas nos objectifs. Mais c'est tout Les l'objectif. objectifs de la COP 21, Stanislas Guérini. Bien entendu, et puis si on part comme ça, Oui. les experts du GIEC nous l'ont redit, Oui. c'est plus 7 degrés Oui. à l'horizon Oui. de la fin du siècle. Donc évidemment qu'on doit avoir une mobilisation. Mais est-ce qu'on dit suffisamment souvent qu'en France, on va multiplier par 5 le niveau de l'énergie photovoltaïque à installer? Est-ce qu'on dit qu'on va multiplier par 3 le niveau de l'énergie éolienne? Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire dans ce quinquennat. Jamais la mobilisation n'a été aussi forte. Alors, est-ce qu'il faut le Oui. faire plus Enfin, vite, dans ce plus fort? Mais oui, bien entendu. Mais à tous les échelons, à l'échelon mondial, je crois que le président Macron l'a bien dit, au moment du sommet du G7, il va le redire là à l'ONU, c'est une mobilisation internationale contre la déforestation, pour les énergies. Mais je fais remarquer que l'Allemagne, dont vous me parliez à Oui. l'instant, repose sur un modèle d'énergie qui est extraordinairement émettrice de CO2. C'est du charbon. La France a un modèle qui est déjà moins émetteur de CO2. Mais est-ce qu'il faut aller plus Le vite dans la nucléaire, transition? grâce Bien au entendu. nucléaire. Grâce au nucléaire en Entre partie. autres. Mais Stanislas la bonne Guérini. réponse, c'est Et la le taxe mix carbone, énergétique. Et la taxe carbone. Ben, J'ai c'est une vu qu'en question. 2020, on n'y touchait pas. hein. Non, vous Ah avez non. aussi Ben vu que... Donc c'est la contradiction. Pardon de vous dire, mais c'est la contradiction. Mais Jean-Jacques Bourdin, N'est-ce pas là une contradiction? évidemment qu'il y a des injonctions contradictoires dans notre société. Oui. Mais il ne vous a pas échappé que ces derniers mois, nous avons vécu une contestation sociale extrêmement importante, dont le nœud au fond, C'est-à-dire que vous avez dont reculé le devant nœud la au rue. fond Vous avez reculé devant la rue. était la colère contre l'augmentation des taxes Oui. sur le carburant. Vous auriez été le même à me poser la question, de dire le prix de l'essence Non, va mais augmenter, est-ce qu'on va moi, remettre des taxes, je etc. vois, Donc, je vois. donc on parle nous climat, sommes- vous avez reculé sur la je taxe vais vous carbone. répondre. Oui, mais on peut Est-ce pas. qu'elle sera rétablie avant 2022 Non. Est-ce que la taxe carbone sera Nous avons augmentée avant décidé, 2022 Nous avons décidé, je vais vous répondre très clairement, d'arrêter toute augmentation de taxes sur l'essence. Jusqu'en Je crois 2022. que c'était très important. Jusqu'en 2022. Mais en tout cas, pour le budget 2020, Ça, c'est je une sais, évidence. mais- Après, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut construire non pas des solutions qui viennent s'imposer à nos concitoyens, mais il faut co-construire avec eux. Je vous parlais à l'instant de cette convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'on a réuni des citoyens qui vont justement se dire comment est-ce qu'on fait des choix de société qui sont des choix de société
partagé, acceptable. Et si on remet de la fiscalité carbone, comment est-ce qu'on la rend acceptable justement pour qu'elle puisse compenser... Si les citoyens le demandent, vous le ferez. Bien, c'est l'engagement que nous avons pris, Jean-Jacques Bourdin. C'est l'engagement que nous avons pris, parce que sinon, on ferait les choses à moitié. On se dirait, on donne la parole à nos concitoyens, on leur permet de créer du consensus sur ces questions qui sont si importantes, et puis ensuite, on ne tient pas compte de ces décisions. Eh bien moi, c'est pas la vision que j'ai de cette Convention citoyenne. Ce qu'ils diront, il faudra le faire. Il y a certains sujets, on l'a dit, qui pourraient être d'application directe, d'autres qui pourront donner lieu à des référendums. Eh bien, c'est comme ça que nous engagerons cette transition écologique, mais de façon consensuelle. Il faut arrêter de réformer pour les Français, il faut réformer avec les Français. C'est ça que nous avons entendu. Ça doit être le marqueur de cet acte 2 que le président de la République a décidé d'ouvrir. Bien, Stanislas Guerini, parlons immigration ce soir, bureau exécutif de la République en marche. Mercredi soir. Mercredi soir. Bon, sur l'immigration, enfin dans la semaine, regardons un peu les choses de près. Harmoniser le droit d'asile en Europe, c'est le travail des ministres européens à Malte. Il y a une réunion aujourd'hui, mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin sur ce droit d'asile. Dites-moi, ce droit d'asile, n'est-il pas un peu dévoyé aujourd'hui ? Franchement. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'augmentation vous avez raison de dire que la politique d'asile paye d'une certaine façon les manques, à la fois européens et français, d'une politique d'immigration qui soit plus claire. Quand on parle d'immigration, on confond tout. On parle d'asile. On parle de situation de détresse humanitaire. On parle d'immigration économique. Et nous allons avoir un débat à l'Assemblée nationale qui doit nous permettre justement de poser la réalité de l'immigration en France. Oui, aujourd'hui, il y a un questionnement sur le droit d'asile. Non pas sur son principe, je m'empresse de vous le dire, Jean-Jacques Bourdin. Il doit être absolument sanctuarisé. Mais reconnaissons que notre système dysfonctionne. Une seconde, pour vous le dire. Quand on regarde la situation en Europe, il y a 2 fois moins de personnes qui arrivent en Europe qu'au moment de la crise des réfugiés en 2015. Pour autant, ça fait 2 années que l'augmentation des demandeurs d'asile en France prend 20%. Il y avait 85 000 demandeurs d'asile quand on est arrivé en responsabilité, c'est 125 000 aujourd'hui. Parce que le système européen ne fonctionne pas. Il y a un système de Dublin qui fait que nous nous renvoyons comme des balles de ping-pong. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de demande d'asile pour aller en Allemagne, pour aller dans d'autres pays européens ? C'est parce que nous ne savons pas traiter les questions d'immigration. C'est le président de la République lui-même qui le dit. C'est un dossier prioritaire. Regardons-le. Est-ce que vous le regardez ? Mais c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire en parlant à l'Assemblée nationale. Mais justement, pas pour agiter les peurs, mais justement pour poser les bases de ce qui doit être une politique d'immigration efficace, humaine. On attend de vous des décisions en matière migratoire. Vous avez bien raison de le dire. Et moi, je crois qu'elles doivent être à la fois pour préserver le droit d'asile, mais en regardant les choses en face, en passant au peigne fin tous les principes de notre système d'asile, toute l'aide qui peut être apportée aux migrants, l'aide... par exemple, sur des demandes sociales, sur des demandes médicales. Il faut regarder la réalité en face, mais justement pour préserver, entre autres de l'AME. Mais je me suis exprimé là-dessus pour dire... Il y aura une réforme de l'AME. Il faut préserver absolument le principe de l'aide médicale d'État. Non mais ça j'ai compris, mais il y aura une réforme de l'AME. Personne ne comprendrait que l'on puisse regarder un système social, n'importe lequel d'ailleurs, qui concerne les migrants ou pas les migrants, et qu'on ne regarde pas si il peut y avoir des abus. Et donc nous regarderons les choses en face, nous voulons sanctuariser le principe de l'AME. Vous modifierez l'AME s'il y a des abus, on est bien d'accord. Je vous ai répondu clairement, des abus. Si on constate des abus, évidemment, l'AME, comme toutes les aides, je ne veux pas être trop technique ici, non, mais on m'a déjà interrogé sur cette question-là, et je m'empresse de le dire d'ailleurs, j'avais mentionné un exemple qui n'était peut-être pas le bon exemple. J'avais parlé des prothèses mammaires. Ça masquait une situation de femmes qui sont en situation de reconstruction après avoir eu un cancer. Évidemment que nous ne devons pas toucher à cela. Pourquoi non ? Évidemment. Et donc, je vais présenter des excuses parce que je n'avais pas pris le bon exemple. Mais je maintiens totalement le fond de ma pensée, c'est-à-dire que pour préserver, contrairement à ce que veulent faire les extrémistes et les populistes, les principes justement, les principes de défense, d'apporter une situation d'aide à des gens qui sont en situation de migration, alors il faut regarder face, sans concession, toutes les aides sociales. On est bien d'accord. Mais évidemment, accordées à ceux qui viennent en France. Personne ne peut comprendre qu'il y ait des abus. Bon, alors, toutes les aides sociales, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Par exemple, c'est Valérie Pécresse qui évoque cette question-là. Les titres de transport gratuits.
Mais vous savez, Est-ce logique ? Est-ce que c'est logique ? Moi, à titre personnel, je Qu'en crois pensez-vous ? que l'on peut remettre en cause cela. Mais, c'est ce que dit Emmanuel Macron, c'est ce qu'il pense. Mais, oui. Écoutez mon mais. Oui. Si on ne prend ce sujet que par le petit bout de telle mesure ou telle autre mesure, alors on se trompe complètement. Avoir un débat à la hauteur des enjeux de l'immigration, c'est avoir un débat où on prend cette question de façon complète. L'asile, les situations des personnes qui sont en situation d'urgence humanitaire, l'immigration économique et la question européenne. Et c'est ça qui est notre enjeu. Et je crois que si l'on prend cette question de façon pleine et entière, alors on peut avoir effectivement une ligne commune de la majorité. C'est ma responsabilité de le faire au niveau de la République En Marche, et je pense que c'est cette voie-là que nous porterons à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut donner un titre de séjour à des personnes qui viennent en France pour se faire soigner ? Je viens de vous répondre. S'il y a des situations d'abus, je vous pose des questions concrètes, et des situations qui ne correspondent pas à ce que des citoyens français en difficulté peuvent avoir, alors à titre personnel, je dis non. Est-ce qu'il faut automatiquement accorder le que nous droit ne du pouvons sol pas réduire ce débat-là à des mesures techniques. Après, je vois ce que Valérie Pécresse dit sur le droit du sol. Par exemple, elle dit pas de droit du sol pour les enfants nés de parents en situation irrégulière. Est-ce que ça vous paraît logique ce qu'elle dit ? Je ne suis pas d'accord sur cette remise du droit du sol. Je crois que remise en cause du droit du sol ? Oui, cette remise en cause, parce que on voit bien que les primaires reviennent à droite. Au secours, les primaires reviennent. Ne faites pas de politique. Je ne veux pas de politique. Je vous réponds franchement. Je veux qu'on parle des questions migratoires. Je crois qu'il y a aujourd'hui une course à l'échalote, justement sur ces questions migratoires. À droite, eux font de la politique. Eh bien, nous, mais notre vous êtes embarrassé par cette question, vous le savez bien. Mais pas du tout, puisque nous l'avons mis sur la table pour dire que la responsabilité de cette majorité, c'est au contraire d'affronter ce sujet, de le regarder, mais sans tomber sur des caricatures. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux positions. Il y a ceux qui disent il n'y a aucun problème, mettons ça sous le tapis, personne ne vit ça. Je crois que la population française ne le comprendrait pas. Et puis il y a les autres qui en font un totem et qui font de la politique là-dessus en disant justement il faut remettre en cause le droit du sol, justement l'AME il faut absolument le mettre par terre. Eh bien nous avons une position qui dit que nous devons regarder ce sujet pour garder la France comme une terre d'immigration, mais au contraire de regarder toutes les situations en face, s'il y a des abus, les combattre pour justement préserver ce qui sont les valeurs de la France. Des amendements seront déposés dans le cadre de discussions sur le budget de la sécurité sociale. Mais c'est précisément cela que nous devons. Il va falloir acter les choses, il va falloir prendre des décisions. C'est bien beau les débats, mais il va falloir prendre des décisions. La méthode est très importante. Oui. Et la méthode, c'est d'abord, à travers le débat que nous allons... C'est un dossier prioritaire, c'est moi qui le dis. Bien entendu. Mais à travers le débat que nous allons avoir à l'Assemblée nationale, de poser à la fois les constats sur la politique d'immigration, de poser les grandes lignes de ce que doit être une politique d'immigration française et européenne digne de notre pays, et ensuite nous aurons la discussion sur les mesures techniques. Ça ne peut marcher que dans ce sens-là, sinon on tombe dans un débat où on fait peur à tout le monde, où on prend des petits bouts de la lorgnette. On est d'accord, mais il y aura des actes. Moi, ce que je cherche, ce sont des décisions. Mais bien entendu, et je crois que je ne vous dis pas le contraire ce matin, en disant que nous allons regarder tous les dispositifs. Des objectifs annuels d'immigration économique. Oui ou non ? Il faut être très clair sur cette question. Moi, je suis contre la question des quotas qui concerneraient l'asile. En revanche, je suis favorable à ce que, là aussi, dans une méthode de concertation avec les branches professionnelles, avec les représentants syndicaux, avec les régions, on puisse regarder la situation de chacune des branches en France. Le gouvernement prépare je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En ce sens ? Je ne sais pas. Nous allons avoir le débat, mais moi j'y suis favorable, je vous réponds de façon très directe, à ce qu'on puisse justement, en discussion, en concertation avec les acteurs, regarder quelles sont les branches qui sont en tension et pouvoir fixer une stratégie française d'immigration économique. J'avais l'impression d'écouter non pas l'homme de la campagne présidentielle, mais un responsable du Rassemblement national, a dit une députée La République En Marche, après le discours d'Emmanuel Macron de la semaine dernière. Vous entendez cela dans votre parti ? Je l'ai entendu, je crois que c'était une erreur profonde de Delphine le dire comme Bargary, ça. Je crois. Oui, je lui ai écrit pour lui demander à ce qu'on puisse en parler. Je crois que c'est indigne de dire cela du président de la République, qui est justement celui qui se bat pied à pied pour faire reculer les extrêmes, qui est celui qui était en Italie il y a une semaine de ça, pour justement mettre en place un système de coopération
européenne sur la question, qui est celui, Jean-Jacques Bourdin, qui a nommé un gouvernement, qui a augmenté de 50% depuis que nous sommes en responsabilité les moyens pour mieux traiter la question de l'immigration et de l'intégration en France. Il veut accueillir. Mais il ne veut rien remettre en cause de ce qui doit être l'humanité de notre continent, notre pays. Vous savez ce que demande l'Italie? Une rotation des ports d'accueil des migrants. Est-ce que la France est d'accord? Mais la France propose des choses très précises sur cette question-là. Est-ce que la France est d'accord? Et moi je vous réponds, Jean-Jacques Bourdin. Et moi je vous réponds, la France est d'accord pour avoir beaucoup plus de coopération. Ce que demandent nos voisins et amis italiens. Une rotation des ports d'accueil des migrants. C'est qu'on ne les laisse pas tomber. La France n'osera pas tomber. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait des situations de coopération. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons que dans les pays de premier accueil, parce que géographiquement, mécaniquement, il y a des pays de premier accueil, on puisse avoir des centres dans ces pays-là, dans lesquels tous les pays européens mettent des moyens. Et quand il y a des arrivées, on puisse examiner les situations et qu'ensuite il y ait un principe de répartition des personnes demandeurs d'asile dans les différents pays européens. Et que tous les pays participent, soit en contribuant financièrement, soit en accueillant des demandeurs d'asile. Qui vont au secours des migrants qui sont toujours accueillis en Italie ou à Malte. C'est déjà le cas. Les équipes de l'OFPRA, c'est-à-dire l'office qui traite la question de demandeurs d'asile. Nous allons accueillir ces bateaux aussi. Mais c'est ce que nous faisons déjà. Les personnes qui sont sur l'Aquarius. D'accord. Il y aura une rotation avec l'Espagne, la France. Si vous me laissez pas finir, on ne comprendra rien à ce que je raconte. Mais c'est la France. Parce que vous me répondez pas. Mais je vous réponds très précisément en vous disant que la France envoie déjà des équipes et recueille des personnes qui sont sur ces bateaux. Un quart des personnes qui sont sur l'Aquarius, c'est en France qu'elles sont accueillies. Et c'est l'honneur de la France. Nous ouvrons nos ports. Mais il n'y a pas de solution sans coopération et sans solidarité européenne. C'est ça que porte la France. Nous sommes prêts à ouvrir nos ports. Mais nous le faisons déjà en accueillant des personnes qui sont dans des pays de premier accueil, justement ensuite accueillis sur le sol français. Oui, mais ensuite accueillis sur le sol français. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à ma question. Mais parce qu'il y a le droit. Je vous dis, est-ce que nous allons ouvrir nos ports ou pas? Mais ne répondez pas à ma question. Nous allons appliquer le droit international, le droit maritime, c'est-à-dire que quand un bateau demande justement à être accueilli, eh bien c'est dans le port le plus proche, et je crois qu'il faut continuer à fonctionner comme ça, mais ensuite il ne faut pas laisser tomber les pays qui vivent de prime abord cette situation de demande d'asile, et là avoir un système de coopération pour justement répartir les personnes qui sont en demande d'asile sur ces bateaux. C'est l'honneur de la France que de le faire. Stanislas Guérini, les municipales approchent. Il va bien falloir prendre des décisions dans certaines grandes villes, Nice, Toulouse ou autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez soutenir les maires sortants? Ça dépend. Parfois on le fera. À Nice. Moi j'ai toujours dit que des élus qui sont des bons élus locaux, qui souhaitent la réussite de cette majorité, eh bien, il faut discuter, travailler avec eux et voir si on peut se mettre d'accord sur des projets communs. D'accord ? Eh bien, on est en train de discuter. Donc, on verra bien si on soutiendra le maire sortant ou pas. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse voir si on arrive à trouver un projet commun. Je n'ai pas encore pris ma décision pour vous répondre clairement. Donc, je ne vais pas venir vous l'annoncer ce matin. Mais je suis pour qu'on mène une discussion selon la même méthode. Idem. Pas de décision prise, mais une discussion avec M. Moudin. C'est possible. C'est possible, mais parce qu'il faut être très clair. Les élections municipales, il n'y a pas une stratégie nationale qui vient s'appliquer comme ça. On regarde les situations localement. Une élection municipale, c'est une personnalité qui se présente face à ses électeurs et généralement qui a dépassé les étiquettes politiques il y a bien longtemps. Si je le dis modestement, les maires de France, ils ont souvent fait du En Marche avant En Marche. Eh bien, nous allons être respectueux de cela, en nous souvenant que nous sommes une jeune formation politique qui n'est pas implantée aujourd'hui. Nous avons 2000 élus locaux. Moi, mon objectif, c'est qu'on puisse faire progresser nos idées partout. Et donc, on puisse multiplier le nombre d'élus locaux dans les villes de France pour pouvoir mieux agir demain. On se parlait en début d'entretien de la transition écologique. Mais si on veut que cette transition, elle devienne une réalité sur le terrain, on a besoin d'élus locaux partout en France qui justement soient le relais des politiques qu'on mène. C'est exactement comme ça que j'ai fixé nos objectifs dans cette élection municipale. On sera très humble. Je crois que personne ne comprendrait que la République en marche ait envie d'aller planter des drapeaux partout en France. Nous voulons pousser des idées et des élus progressistes. Et là où il y en a déjà, nous les favorisons. Alors, il y a une crise sociale aussi, et il y a des contestations un peu partout, dans les hôpitaux publics, ça va pas du tout, des médecins maintenant, des chefs de service, beaucoup demandent des états généraux de l'hôpital public. Vous êtes favorable? États généraux de l'hôpital public? Je crois qu'Agnès Buzyn a, ces derniers jours, annoncé des choses très importantes sur l'hôpital.
un investissement de 750 millions d'euros. 400 chefs de Et service puis, d'hôpitaux. surtout, Oui. ce qui doit aider la situation de l'hôpital, c'est de changer l'organisation du système de santé dans notre pays. Ce qui se passe dans les urgences, c'est le symptôme d'une organisation d'un système de santé qui Vous dysfonctionne n'allez pas changer totalement. du jour au lendemain. Non, bien sûr. Bon. C'est pour ça qu'il faut accompagner. C'est pour ça qu'il y a des mesures d'urgence qui ont Oui. été prises, justement pour aider les personnels en situation très difficile parfois, leur donner une prime. C'est plus de 100 € en réalité qui a été versé depuis le début de ce conflit. Mais surtout, il faut changer les conditions de travail dans les urgences en sortant dans ce système absurde de toute urgence et en ayant le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de personnes qui vont aux urgences aujourd'hui qu'il y a quelques années. Eh bien, si on ne règle pas ces dysfonctionnements profonds, alors on n'apportera pas de réponse pérenne à la situation des urgences françaises. Et j'ai une dernière question sur les policiers qui sont dans la rue le 2 octobre, qui sont appelés à manifester le 2 octobre. Ils craignent pour leur retraite et leurs heures supplémentaires n'ont toujours pas été payées. Mais vous savez, Stanislas d'abord Guérini. je veux redire Oui. que nous sommes derrière les forces de police de ce pays. Parce que ce qu'elles vivent, et elles ont vécu encore cela ce samedi, depuis de nombreuses semaines, de Alors nombreux mois payez-leur maintenant. ce que vous leur devez, Mais Stanislas Guérini. c'est justement là aussi dans l'organisation du système des heures de travail, ce que Christophe Castaner a avancé en versant des primes aux policiers, mais leur situation, leurs conditions de travail sont très difficiles et il faut les accompagner, mais je crois qu'ils ont un ministre de l'Intérieur qui est à leur côté pour pouvoir faire cela. Bien, merci Stanislas Guérini, il est 8h54, RMC et BFM TV.